Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment on trace la courbe du dragon. Donc vous avez un exemplaire que vous voyez là sous le titre. Alors je vous montre rapidement l'énoncé. Donc là je vais vous montrer rapidement parce que avant de démarrer je vais vous expliquer comment on construit la courbe du dragon simplement. Et comme ça vous allez bien comprendre l'énoncé justement. Donc en gros il y a deux questions. La troisième question c'est tracer la courbe. Et avant de démarrer, voilà, je vous explique comment on construit cette courbe. Et vous allez voir que dans l'énoncé, en fait, il n'y a besoin que de deux fonctions pour y arriver. Assez facilement. Donc là, le principe de la courbe du dragon, enfin une façon de la construire, c'est vous prenez une feuille de papier, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la plier une première fois. Donc ça va faire un pli au milieu. Donc ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Avec le pli ici, évidemment là je l'arrondis, mais vous, ce que vous faites, c'est quand vous pliez la feuille, vous marquez bien le pli, vous dépliez un petit peu, et ça vous donne la courbe du dragon pour n égale 1. Donc c'est la première itération. Donc évidemment, quand vous faites ça, la courbe du dragon n'apparaît pas. Le motif ça s'appelle courbe du dragon, en fait ça ne donne pas vraiment un dragon, mais ça fait quelque chose qui ressemble un petit peu. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelait comme ça, cette courbe. Évidemment là on ne voit pas du tout un motif qui pourrait faire penser à un dragon. Ce que je fais ensuite, c'est je recommence le processus. Avec la feuille que j'ai pliée une fois, je la replie une deuxième fois. Donc ça donne ceci. Voilà. Bon, ce que je dessine, ça ressemble un petit peu à une couverture que l'on plie. Je garde un petit peu d'épaisseur pour qu'on puisse voir bien la tranche, qu'on distingue bien les différents segments. Donc je ne l'ai pas précisé, mais c'est évident, une fois que vous avez fait le pli, on déplie un petit peu pour avoir un angle de 90 degrés, et on le fait en fait à chaque fois. C'est-à-dire que dès qu'on a fait le pliage, on redéplie la feuille, et on met des angles de 90 degrés à chaque fois. Et le pliage, ça sert juste à savoir si je vais à gauche ou si je vais à droite pour chaque segment. Alors si on regarde, les nouveaux plis sont apparus de ce côté-là. Et les anciens plis, qui étaient déjà là, à l'itération suivante, évidemment, sont de l'autre côté. Alors, si je déplie ma courbe, ça donne ceci. J'ai le premier segment. Donc je démarre en bas à gauche et je tourne à gauche. Ça donne ce segment-là. Ensuite, je retourne à gauche. Donc c'est comme si je suivais un chemin. Et ensuite, dernier virage, c'est je tourne à droite. Donc encore une fois, ça ne ressemble pas du tout. On ne voit pas du tout la forme qu'on a vue au départ, évidemment. Elle va apparaître petit à petit. Alors je vais mettre un peu de couleur. La première pliure, là, je la dessine en rouge. Voilà, on va dire que c'est celle-là. Et ça correspond à ce pliage. Je continue. Le deuxième, c'est là. Ça correspond à ça. Et enfin, on a la dernière pliure qui est là. Et je continue le processus. Donc je replie encore une fois. Alors quand vous prenez une feuille de papier, c'est là que ça va commencer à être, enfin là ça va encore, mais vous commencez à voir le problème, c'est que l'épaisseur du papier commence à entrer en ligne de compte. Ça va devenir de plus en plus compliqué de plier correctement la feuille.
Donc si vous le faites, prenez une feuille de papier la plus fine possible pour pouvoir plier un grand nombre de fois la feuille. Alors ça donne ceci lorsqu'on fait le pliage suivant. Voilà. Voilà, donc quand vous avez fait le pliage, alors bon, je fais au mieux moi dans mon dessin, mais ça donnerait un truc comme ça. Donc les anciens plis, ils vont être à gauche, donc ça va donner respectivement le rouge, il est ici. Ensuite c'est le bleu qui va être là. Et le vert qui est ici. Ça c'est pour les plis qui étaient déjà là. Et tous les nouveaux plis sont à droite. Et je vais utiliser le code couleur suivant. Celui-là je le mets en rouge. Puis bleu, puis vert, puis jaune. Bleu, vert et jaune. Voilà, ça c'est les 4 nouveaux plis qui apparaissent. Et quand on trace la courbe du dragon, donc on va commencer par un segment horizontal. Donc je démarre toujours en bas à gauche. Premier virage, c'est à gauche. Je continue. Ensuite de nouveau à gauche. Puis ici, à droite. Alors il y a une propriété dans cette courbe, c'est qu'en fait au fur et à mesure des pliages, vous allez toujours repasser, vous allez toujours retrouver les courbes antérieures. Ça c'est une propriété qu'on peut constater, que je ne les montrerai pas, mais on peut s'en convaincre pour les premières itérations assez facilement. J'en étais où? Donc j'ai fait ce virage là, ce virage là, ce virage là, et là je tourne à gauche. Donc, je suis ici, je tourne à gauche de nouveau. Ensuite ici je tourne à droite. Droite. De nouveau à droite. Et normalement je suis arrivé. Je suis arrivé au bout de ma feuille. Donc si je reprends les couleurs. Le premier virage, c'est en jaune. Le deuxième virage, c'est celui qui est, le deuxième pliure si vous voulez, c'est en rouge. Ensuite, en rouge toujours. Ensuite, la pliure en bleu. De nouveau bleu ici, vert et vert. Voilà, je prends soin de bien le représenter. Voilà. Bon. Voilà, bon, Voilà, donc j'ai ma courbe qui est tracée pour n égale 3. Donc là, évidemment, encore une fois, on ne voit pas du tout le motif que je vous ai représenté au début, hein. Donc mais ça va venir, hein, assez rapidement d'ailleurs. Vous remarquez qu'à chaque itération, en gros, je fais x2. Hein, alors c'est x2 moins 1. Hein, donc c'est 4 moins 1, donc 3 pliures. Ici, vous avez, ou si vous voulez, vous avez 4 segments, 8 segments, puis après j'en aurai 16, puis 32, etc. Donc ça va assez vite en fait.
Et d'ailleurs, vous le remarquez quand vous le faites, c'est que au bout d'un moment, vous n'arrivez plus à plier votre feuille de papier parce que ça fait trop de segments, à moins de prendre une feuille de papier très grande et très fine. Alors, j'ai mis ces couleurs-là afin de voir apparaître une façon de générer la courbe du dragon à l'ordre suivant en fonction de la courbe du dragon à l'ordre n. Alors ce que vous remarquez, c'est que il apparaît des pliures entre celles qui existaient déjà. Si je regarde celles qui existaient déjà, il y a des pliures qui sont apparues. Et il y a également une pliure au tout début et tout à la fin. Ce que vous remarquez également, c'est que si ici je vais à gauche, forcément la suivante c'est à droite, puis à gauche, puis à droite. Ça se comprend assez facilement. Parce que lorsque je vais comme ceci, lorsque je fais demi-tour de ce côté-là, forcément je tourne à gauche quand je fais demi-tour comme ceci. Mais évidemment, il faut que je revienne dans l'autre sens. Et bien la suivante, elle sera forcément, si celle-là était à gauche, et bien celle-là sera forcément à droite. Puis de nouveau à gauche, puis de nouveau à droite. Donc à force de faire des allers-retours entre les deux côtés, et ben une fois je tourne à gauche, une fois je tourne à droite. Un peu comme quand vous prenez un virage sur une route, lorsque vous allez quelque part, ben vous prenez le virage à gauche, lorsque vous revenez chez vous, ben le même virage, ben cette fois-ci vous devez tourner à droite pour prendre le virage. Donc quand on a remarqué ça, ben, en fait la règle de construction elle est assez facile à mettre en œuvre pour le rang suivant. Donc je ne vais plus m'amuser à faire des dessins, je vais maintenant simplement recopier les différents virages, gauche, droite, et je vais insérer entre ces virages des nouveaux virages en alternant gauche et droite. Donc ça donne ceci. Alors je vais commencer par noter tous les virages, donc c'est gauche, droite, droite. Donc je recopie dans l'ordre. Gauche. Donc je laisse un petit peu de place entre les différentes lettres parce qu'il va falloir que j'insère les nouveaux virages qui vont apparaître. Donc gauche, droite, droite. Donc ce que je vais insérer ensuite, c'est en commençant par gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et ça c'est la courbe du dragon pour n égale 4. Donc vous voyez, c'est assez facile. Et si je voulais n égale 5, et ben, en fait j'aurais encore la place de le faire. Je mettrais gauche, droite, etc. Donc je vais représenter la courbe correspondante. Et puis on pourra passer à la programmation. Voilà, j'ai tracé la courbe correspondante. Donc là, vous avez, si vous comptez, vous avez normalement 16 segments et 15 virages pour obtenir cette courbe-là. Donc, je pense que vous avez compris le principe. Pour passer d'une courbe à l'autre, maintenant, je vais utiliser cette procédure. Je vais insérer entre les virages qui existent déjà, des nouveaux virages, en rajoutant un au début et un à la fin. Donc on peut commencer la programmation. Je remonte le sujet. La première question, c'est on vous demande d'écrire une fonction qui trace la courbe, sachant qu'on donne les instructions gauche, droite, etc. Alors pour les notations utilisées, c'est que si je tourne à droite, c'est 1, et si je tourne à gauche, c'est -1. Donc vous avez un exemple qui est donné, comme ça on pourra tester notre code. Vous avez deux indications qui sont données. La première, c'est une façon de faire parmi d'autres. Je ne prétends pas avoir trouvé la meilleure solution, mais en tout cas elle marche assez bien et ça fait un code qui est assez facile à comprendre. Je vais utiliser un angle θ, et l'angle θ, ça va me donner la nouvelle direction à chaque fois par rapport à l'axe des abscisses. Ça veut dire que si dans la liste, au fur et à mesure que je lis la liste, 1, -1, etc., je vais ajouter pi sur 2 ou enlever moins pi sur 2, suivant que je tourne à gauche ou à droite.
hein. C'est comme si je vous donnais des tas d'instructions, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, et que je vous posais à la fin la question, alors à la fin, vous vous déplacez comment? Horizontalement vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas. Et en fait, c'est assez simple, il suffit d'additionner et de soustraire les pi sur 2. Comme ça, au fur et à mesure que vous avez les instructions gauche, droite, et vous pouvez simplement savoir quelle sera votre dernière direction. La deuxième indication, mais ça c'est quasiment évident, il faut créer deux listes qui contiendront respectivement les abscisses de tous les points et les ordonnées de tous les points. Donc on va démarrer le code. Voilà. Alors je vais commencer par importer matplotlib, de quoi tracer les courbes. Donc .pyplot asplt. Vérifie que je ne me suis pas trompé dans l'écriture. Matplotlib.pyplot. Ok. Je note ce qui est donné dans l'énoncé. Lorsque je tourne à droite, c'est plus 1. Lorsque je tourne à gauche, c'est moins 1 dans la liste. Je définis la fonction trace qui prend comme paramètre une liste dans laquelle vous avez des 1 et des moins 1. Alors, voilà. Dans lequel vous avez des 1 et des moins 1. Alors, ce qu'on a toujours besoin, quasiment toujours besoin lorsqu'on a une liste dans une fonction, à tous les coups, on aura besoin de la longueur de la liste, le nombre d'éléments qu'il y a dans la liste. Donc, c'est le premier truc que je fais. Je l'appelle grand N, le nombre d'éléments de ma liste. J'initialise deux listes X et Y qui vont contenir respectivement les abscisses et les ordonnées de tous les points de ma courbe du dragon. Donc le premier point, c'est l'origine, c'est 0, 0. Le deuxième point de ma courbe, parce que c'est indiqué dans l'énoncé, on démarre par un segment qui est horizontal. Donc je me suis déplacé de une unité suivant l'axe des abscisses, mais par contre, suivant l'axe des ordonnées, je n'ai pas bougé. Donc c'est bien un segment horizontal. Donc ma liste X et Y, elle n'est pas vide, hein. Il y a déjà deux points qui sont définis au départ. Et j'ai besoin d'un angle θ, donc c'est une indication qui était donnée. Donc au départ, θ il vaut 0 parce que je me déplace horizontalement. Et là, je vais lire ma liste. Donc j'utilise la syntaxe habituelle. Hein, quand vous avez une boucle comme ça de n itérations, il s'agit de lire l'ensemble de la liste. On peut procéder ainsi. Il y a différentes façons de faire. Hein. C'est pas la seule façon de faire, mais c'est une façon vraiment habituelle. Donc je regarde le contenu de la liste à l'indice n. Si ça vaut, allez on va dire 1, je dois tourner à droite. Si je tourne à droite, je tourne de moins pi sur 2, puisque le sens trigo c'est l'inverse du sens horaire. Donc je vais faire ceci. Je me rends compte que j'ai besoin du module NumPy. Alors, si vous réfléchissez un petit peu, en fait, plutôt que de faire plus ou moins un pi sur 2, on aurait pu aussi raisonner en termes de direction. En fait, il y a 4 directions de déplacement que je pourrais numéroter de 0, 1, 2, 3. Et du coup, j'aurais pas besoin du module NumPy. Donc, je suis en train d'utiliser ce module-là juste pour avoir la valeur de pi avec la précision machine. Bon, c'était pas... c'est peut-être... utiliser NumPy juste pour ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave, on va le faire, on va tout de même le faire. Le défaut de cette approche, c'est que à force d'additionner les angles, je vais également accumuler les erreurs d'arrondi au fur et à mesure des itérations. Donc ça peut être embêtant si vous avez vraiment beaucoup d'itérations. Au bout d'un moment, à force d'additionner et d'enlever les pi sur 2, je vais commencer à avoir des erreurs. C'est-à-dire que je ne vais plus tout à fait me déplacer horizontalement ou verticalement. Il va y avoir un petit décalage. Bon, il se trouve que il faudrait vraiment un très grand nombre d'itérations
pour que cette erreur commence à se voir. Donc du coup, je néglige complètement cet aspect. Ce que je considère, c'est que comme la liste contient que des 1 et des moins 1, si c'est pas 1, bah c'est forcément moins 1. Donc j'utilise else. C'est pas la peine de refaire le test. C'est pas la peine de tester. If L de n égale moins 1, ça sert à rien. Si c'est pas 1, c'est forcément moins 1. Et ici, θ, c'est θ plus pi sur 2. Une fois que j'ai ma nouvelle direction, il faut que je rajoute un nouveau point dans les listes x et y. Donc je vais utiliser la méthode append. Donc je prépare les terrains déjà. Et ce que je dois faire, donc c'est aussi une indication qui est de l'énoncé. Je prends la dernière coordonnée, la dernière abscisse calculée. Et je rajoute le cosinus de θ. Donc c'est si θ vaut 0, c'est plus 1. Si θ vaut pi sur 2, ça vaut 0. Moins pi sur 2, ça vaut 0. Et pi, ça vaut moins 1. Et pour y, je prends la dernière valeur calculée de y et je rajoute sinus de θ. Donc ça faisait partie aussi des indications de l'énoncé. Et quand j'ai fini, donc je sors de la boucle for, vous avez vu, hein, en faisant le prompteur. Là, je viens de sortir de la boucle for, hein, puisque ce n'est plus, j'ai plus qu'une seule indentation. Donc je suis dans la fonction, mais je ne suis plus dans la boucle for. Et je fais return x, y. Voilà, ma fonction trace est terminée. On vous propose un exemple. Donc de mémoire, c'est celui-là. Je vais vérifier. Là, c'est l'indication était donnée là, hein, le cosinus et le sinus, et la liste c'est 1, moins 1, 1. Ouais, c'est ça. Je ne me suis pas trompé. J'appelle la fonction trace que j'ai obtenue, que j'ai programmée. Alors, au niveau de la présentation du programme, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, donc ça... Ce n'est pas obligatoire, hein, votre programme il va marcher de toute façon. C'est de bien séparer les fonctions que je mets en haut du programme principal qui utilise les fonctions que je mets en bas. Comme ça vous permet de bien d'organiser un peu votre document. Donc je l'ai définie ici à N28. J'appelle la fonction trace et ici je fais plt.plot x, y. Et on regarde ce que ça donne. Je dois faire une petite manip. Voilà, je veux un affichage à droite, donc ça a l'air de fonctionner. On peut vérifier. Voilà, c'est ça. Ouais. J'ai la bonne figure. Donc ça me conforte dans mon programme. Deuxième question de l'énoncé. C'est la fonction que je vais appeler next. En fait, c'est pour avoir la courbe du dragon au rang n plus 1, connaissant le pliage au rang n. Eh bien, la méthode pour fabriquer cette nouvelle courbe du dragon est donnée ici. Donc je vais commencer par moins 1. Je vais insérer le pliage au rang n, puis 1, puis un pliage au rang n, le pliage suivant au rang n, etc. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc ça donne ceci. Donc la fonction next. Donc je prends la courbe du dragon au rang n. Je vais avoir besoin forcément de la longueur, du nombre d'éléments de cette liste, donc je le fais tout de suite. Je vais préparer la liste que je vais renvoyer, en fait, qui est, alors je vais noter ln plus 1 finalement, plutôt que out. ln plus 1, je le note comme ça, np1, n plus 1. Et forcément, je tourne
à gauche au début, donc je mets -1 d'office dans ma liste. Je fais une boucle for, puisque forcément là j'ai un processus qui est itératif, donc tout de suite il faut penser à une boucle for. Et ce que je vais faire, c'est à rajouter avec la méthode append le premier élément de la liste. Donc ça, on peut procéder ainsi. Et ce que je rajoute également, juste après, c'est le virage, le nouveau virage. Mais si j'ai commencé par -1, il faut que je rajoute 1. Puis après, il faudra que je rajoute -1. Donc une solution pour y arriver, c'est procéder ainsi. Je fais -1 exposant n. Normalement, ça devrait aller. En effet, lorsque n vaut 0, -1 exposant n, ça vaut 1. Lorsque n vaudra 1, -1 exposant n, ça vaudra -1. Lorsque n vaudra 2, ça vaudra de nouveau 1, puis -1, puis 1, puis -1. Quand j'ai fini tout ça, je retourne ln plus 1. Donc, vous voyez, c'est une petite fonction, il n'y a pas grand chose à faire. Et on va tout de suite la tester. Donc je vais commencer par la première courbe du dragon avec un virage à gauche. Et je vais tracer la courbe. Et ce que je peux faire ensuite, c'est prendre la courbe du dragon suivante. Donc je peux l'écrire comme ça. J'appelle la fonction next. Et ce que renvoie la fonction next, je le remets dans la liste L. C'est-à-dire que d'une certaine façon, j'écrase l'ancien contenu de L et je mets à la place le nouveau contenu, donc la courbe du dragon suivante. Donc ça me permet de... donc je perds de l'information au fur et à mesure, mais c'est pas grave, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est la dernière courbe que j'obtiens, évidemment. Ensuite, je calcule XY et je trace la courbe. Et ça, je le fais... Ça, c'est pour n égale 1. Et je vais faire la même chose pour n égale 2, n égale 3, et je vais faire même n égale 4. Alors je le fais comme ça au début, hein, donc c'est pas forcément très malin de recopier le code comme ça, sachant que c'est toujours le même. Après je vais utiliser une boucle for où je vais appeler un grand nombre de fois la fonction next. Donc on regarde ce que ça donne. Donc pour n égale 1, ah oui, il a superposé les courbes. Donc ce que je vais faire, c'est forcer l'affichage avec la fonction plt.show. Alors plt.show, souvent on voit ça, c'est-à-dire que vous oubliez les parenthèses. Alors en général, ça fait pas d'erreur. En fait, l'interpréteur, quand il voit ça, il va simplement regarder si la fonction plt.show elle existe, puis c'est tout, quoi. C'est comme si vous vérifiez votre matériel dans votre trousse à outils ou dans voilà, le gars qui vérifie son matériel, est-ce que j'ai bien le marteau, la scie, voilà, ok, j'ai mon matériel. Si vous mettez des parenthèses, là c'est différent, là vous utilisez la fonction. Hein, vous appelez vraiment la fonction, elle fait quelque chose, elle fait son boulot. Hein, donc ce serait la différence entre je vérifie que j'ai mon matériel et je prends mon matériel et je l'utilise. Donc n'oubliez pas les parenthèses. C'est le genre d'erreur qu'on fait aussi parce que souvent, quand on oublie les parenthèses, on a quand même un affichage, donc on ne se rend pas compte qu'il y a un problème. Donc on regarde les courbes. Ici vous avez la courbe du dragon pour n égale 1, pour n égale 2, n égale 3 et n égale 4. Donc tout va bien, ça fonctionne bien. Donc une fois qu'on a fait ceci, je vais effacer cela. Donc c'est tout ce code là qui était juste pour faire une petite vérification rapide. Et je vais faire une petite boucle for. On va dire 10. Et je vais faire L égale next de L. Donc l'idée c'est, je vais appeler 10 fois la fonction next. Donc à la fin,
j'aurai la courbe du dragon pour n égale, si je l'appelle 10 fois et que je commence à 1, normalement je devrais arriver à n égale 11. Ensuite j'appelle la fonction trace, je trace la courbe, et ça donne ceci. Voilà, donc là, on commence à voir apparaître une courbe avec des motifs qui font du type chinois, qui font penser un petit peu à un dragon, enfin bref. Cette courbe s'est appelée comme ça, parce que ça doit vous faire penser un petit peu à un dragon. Donc voilà, vous avez une courbe, là cette fois-ci c'est un petit peu plus compliqué, on voit qu'il y a pas mal de points. Le nombre de segments là c'est 2 puissance 15, donc on doit être à peu près à 5, que je dise pas de bêtises, 2 puissance 10 ça fait à peu près 1000, 2 puissance 5, 32, on est à peu près 32 000 segments. Donc je vais pousser jusqu'à n égale 20, donc ne prenez pas un entier trop grand, parce que le nombre de segments il augmente très très vite. D'ailleurs vous remarquez que mon ordinateur là il met un petit peu de temps avant de tracer la totalité de la courbe. Et alors ce qui se passe à chaque fois que vous augmentez n, en fait il retrace la courbe qu'il a déjà tracée et il rajoute les segments, des segments en plus. En fait la courbe elle devient de plus en plus, elle prend de plus en plus de place, et à chaque itération en fait on rajoute une portion à la courbe. Voilà, donc voilà pour cette courbe du dragon. On pourrait montrer d'autres propriétés de cette courbe là, hein. Je vous laisse vous documenter un petit peu, parce qu'à part l'aspect esthétique, il y a certaines propriétés en fait de la séquence qui est produite avec les 1 et les -1. Voilà pour cette vidéo.